Maintenant, on va continuer avec notre cycle de présentation. Alors maintenant, on va passer au domaine de la voiture électrique. Alors la voiture électrique, eh bien, moi j'en parle souvent, c'est quelque chose qui me tient pas forcément à cœur parce que j'ai des passions qui sont un peu différentes que la voiture électrique, mais enfin c'est comme ça. On va donc recevoir un autre Nicolas Meillon, qui va nous parler voiture électrique, futur du voiture électrique. Il maîtrise absolument le sujet, donc on se réjouit de pouvoir débattre de ça. Donc n'hésitez pas à envoyer déjà vos questions pour qu'on puisse lui les poser à la fin. Et je lui laisse la parole pour les 45 prochaines minutes. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour venir vous parler un peu de la voiture du passé, la voiture électrique, hein, puisque certains le savent, au début du XXe siècle, un tiers des voitures étaient des voitures électriques. Et on va essayer de comprendre un peu quel est l'avenir de cette voiture du passé. Alors peut-être, bon, ça c'est quelque chose que vous savez sans doute, le gros problème c'est la voiture à diesel, c'est la voiture essence, parce qu'elle pollue, parce qu'elle émet du CO2. Et donc la magie de la voiture électrique, c'est comme elle n'a pas de pot d'échappement, pas de pollution, pas de CO2. Bon, ce qu'on va voir dans cette heure, c'est que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et que c'est pas aussi simple. Alors cette voiture électrique, je vous disais, c'était un tiers des voitures en circulation à Paris dans les années au début du XXe siècle, étaient des voitures électriques. Et puis après est arrivé Monsieur Ford avec sa Ford T. Et à l'époque, il est arrivé avec une voiture en 1908 qui allait plus loin, qui allait plus vite et qui coûtait moins cher que la voiture électrique. Et la voiture électrique a, entre guillemets, disparu pour laisser la place à voiture à essence, voiture diesel. Et il a fallu une rupture technologique qui est apparue à la fin du XXe siècle, la batterie lithium-ion, pour qu'enfin on puisse espérer revoir cette voiture électrique. Il y a eu des tentatives dans les années 90 qui n'ont pas abouti parce que l'autonomie était encore trop faible, ça coûtait trop cher. Et puis on voit qu'à partir de 2010, qui est un petit peu l'année zéro de la voiture électrique, on a des économies d'échelle très importantes sur les batteries, avec un coût divisé par 10 en 10 ans, et qui fait qu'on a commencé à avoir des voitures électriques apparaître. Alors moi je suis ça depuis 2005, donc ça fait 15 ans. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais en 2010, par exemple, vous avez eu les deux premières voitures électriques, qui étaient à l'époque la Nissan Leaf et la Chevrolet, la GM Volt aux États-Unis. Et donc, on regardait, c'était les deux seules voitures vendues. On regardait qu'est-ce qui allait vendre le plus. Est-ce que c'était la Nissan, qui était une voiture électrique à batterie, ou la Chevrolet Volt, qui était une voiture hybride rechargeable. Donc, c'est une voiture avec une batterie qui vous permet de faire 50 km. Et puis après, vous avez un moteur thermique pour vous emmener plus loin. Avec des designs absolument fantastiques qui font rêver aujourd'hui, quoi. Oui, un petit peu évolué depuis. Et puis, il y a cet acteur qui est arrivé, dont on parlera un petit peu, qui est Tesla. Et Tesla est arrivé, en fait, finalement, au début des années 2010. Alors d'abord avec son petit Roadster. Et puis, en fait, avec les premières voitures électriques, entre guillemets, qui n'étaient pas trop moches, et qui avaient une autonomie de 500 km. Donc ça commençait à ressembler à une voiture. Moi, je trouve que c'était plutôt une voiture de sport électrique qu'une voiture électrique. Mais ça commençait à ressembler à une voiture. Et le problème, c'est qu'en fait, en Californie, ils ont commencé à piquer des clients à Mercedes, à BMW, à Daimler. Et vous avez même des clients qui étaient grands fans de BMW, qui n'ont jamais juré que par BMW, et qui se mettent à conduire une Tesla et qui disent « mais en fait, c'est le jour et la nuit ». Et donc là, les constructeurs allemands se sont fait un petit peu de soucis. Et donc, ils se sont mis à la poursuite de Tesla en arrivant avec des voitures encore plus grosses, encore plus rapides et qui se chargent encore plus rapidement. Donc, un peu une course à l'échalote vers le tank électrique. Et il n'y a pas que les constructeurs premium allemands qui s'y sont mis, il y a tous les constructeurs qui s'y sont mis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et la réglementation, notamment au niveau européen, qui oblige les constructeurs à avoir une moyenne sur leur vente de voitures neuves de 95 grammes de CO2 par kilomètre, les a obligés à tous développer une gamme de voitures électriques. Alors là, vous avez quelques exemples sous vos yeux. Alors Tesla, bon, c'est vrai qu'on pourrait parler d'eux parce qu'ils ont toujours
annoncer des objectifs un peu en avance. Alors, ce n'est pas le seul, parce que Tesla parlait de 500 000 voitures en 2018. Bon, ils les ont fait avec 2 ans de retard, 2020, qui était d'ailleurs l'objectif initial. Mais à un moment donné, pour éviter de faire faillite, il a eu besoin d'un peu d'argent. Donc, il a dit que 2020, je le ferai en 2018. Il s'est financé. Il a évité la faillite à 3 mois près. Et puis maintenant, il peut continuer. Il va peut-être faire 1 million d'ailleurs en 2021. Donc, seulement C'est avec... pas de la manipulation, ça, donc, hein, non. Écoutez, il y a peu de gens comme Elon Musk qui, avec un tweet, peuvent lever 400 millions d'euros, de dollars plutôt. Et effectivement, il a une capacité de lever d'argent qui est assez phénoménale. Est-ce que c'est la manipulation? Non, il a séduit les investisseurs qui l'ont suivi, qui ont cru en lui. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés, il y en a quand même certains qui ont pu aussi gagner de l'argent. Donc on voit ces ventes qui décollent. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, en fait, avant la réglementation, les constructeurs y allaient en reculant. Donc c'était 3% des ventes de voitures neuves en Europe. L'an dernier, réglementation, on multiplie par 3 les ventes, donc on est à 10%. Et là, vraisemblablement, les ordres de grandeur, ils visent à peu près 25% des voitures neuves en 2025. Et en 2030, ce n'est pas 30%, mais c'est la moitié. Sachant que dans quelques jours, la Commission européenne va annoncer un petit peu des nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 et a priori une interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035. Je rappelle par exemple que la France a annoncé 2040, mais donc plus de voitures thermiques vendues, pas en circulation, ce qui est un peu différent, en 2035. Donc ces voitures électriques sont finalement enfin en marche. Mais il reste encore quelques problèmes. Parce que cette voiture électrique, je vous en ai parlé, Tesla, 500 km d'autonomie. Mais 500 km d'autonomie en ville, pas sur autoroute. Donc en ville, est-ce que ça vous sert d'avoir 500 km d'autonomie? C'est pas évident. Sur autoroute, en fait, la voiture consomme plus, presque 2 fois plus, parce que vous avez toutes les forces aérodynamiques que vous entendez quand vous roulez à plus de 100 km/h, tout en respectant les limites des vitesses, bien évidemment. Et vous voyez que, en fait, ce n'est pas 500, c'est 300 km d'autonomie. Donc cette voiture, elle est très, très bien adaptée. Elle peut faire les trajets du quotidien, qui représentent quand même 80% de vos déplacements. Mais dès qu'il s'agit de faire la longue distance, sur l'autonomie, si vous aviez une voiture à essence à 300 km et vous devez vous arrêter obligatoirement tous les 300 km, à mon avis, je ne suis pas sûr que vous l'achèteriez. Et donc aujourd'hui, alors évidemment, si je prends l'exemple de la Suisse, a priori 300 km, ça permet de se balader. Il faut quand même, à mon avis, recharger quand vous montez à Verbier, si vous appuyez sur le champignon et qu'il fait moins 20 degrés, comme ça vous n'avez pas de problème. Mais quand vous êtes en France, qui est le 2e pays le plus grand d'Europe derrière l'Ukraine, qui est 1,5 fois plus grand que l'Allemagne, c'est un peu compliqué et il faut faire un peu attention. Alors le problème de cette voiture, on entend toujours la voiture électrique, c'est la voiture parfaite en ville. Vous savez, pour la fameuse Smart City, qui est devenue un peu moins smart récemment avec le Covid, mais pour la fameuse Smart City, c'est génial. Sauf que les gens oublient quelque chose, c'est qu'une voiture électrique, il faut la recharger. Et donc le frein, là vous avez une photo dans Paris, par exemple, de Stouisy. Alors vous n'arrivez peut-être pas à voir, mais en fait, la prise, elle est au 4e étage. Elle vient du 4e étage, et vous voyez, quand on prend une grande ville comme Paris, il y a peu de gens qui ont du stationnement. Il y a peu de gens qui ont une place de parking. S'il n'y a pas de place de parking, on ne peut pas charger sa voiture. Et quand on a une place de parking, souvent en ville, ça va être dans un immeuble, ça va être dans une copropriété. Et là, il va falloir installer une prise. Et là, il va falloir, alors ça dépend des pays, mais il va falloir un accord de copropriété, etc. Et donc, c'est pas facile. Et donc, en fait, la voiture électrique, on nous avait dit, c'est la voiture super pour la ville. En fait, c'est exactement l'inverse. Moi, je le dis, c'est la voiture parfaite pour les gilets jaunes. Pour les gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'il faut habiter, à la campagne, comme ça on a une place de parking. Souvent, chez soi, on a une prise de courant, généralement. Et puis après, il faut rouler beaucoup, tous les jours. Il faut rouler 30-40 km par jour. Ou sinon, on n'arrive pas à récupérer l'investissement initial qu'on met dans la batterie. Parce que c'est la batterie qui coûte plus cher au début. Et souvent, en milieu rural aussi, comme il n'y a pas de transport en commun, chacun a sa voiture. Et donc, on aura une voiture électrique et l'autre voiture qui nous permettrait de pouvoir aller en vacances quand on veut sortir de Suisse. Bon. Alors, donc premier frein, et alors, ce qui est sûr, c'est que la recharge aujourd'hui des voitures, elle se fait chez vous. Elle se fait chez vous, principalement. Alors, ce qu'il faut regarder sur la voiture électrique, c'est
le paradis de la voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont entre à peu près 10 ans d'avance sur nous. Donc comme ça, on sait un peu ce qui va se passer après. Ça s'appelle la Norvège. C'est le seul pays au monde où les voitures électriques vous coûtent moins cher à acheter que l'équivalente diesel ou essence. Aujourd'hui, pour information, 4 voitures neuves sur 5, 80% des voitures neuves sont des voitures électriques en Norvège. Et en 2025, ils seront à 100%. Et donc on voit que les gens rechargent ça principalement chez eux. Et puis après, il y a un petit souci quand même qu'on a, c'est OK pour le trajet du quotidien, mais comment je fais pour aller en vacances? Et là, on vous dit, c'est toujours l'histoire un petit peu de l'œuf et de la poule. Mais il faut construire ce réseau de bornes de recharge rapides sur les autoroutes. Comme ça, tout le monde va acheter des voitures électriques. Alors, quand on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, et qu'on voit par exemple qu'au Japon, ils ont le réseau le plus dense de bornes de recharge rapides, il y en a partout sur les autoroutes, quelles sont la part de marché des voitures électriques? Moins de 1%. Donc il y a la poule, mais il n'y a pas encore l'œuf au Japon. Et donc a priori, ça ne semble pas suffisant. Et effectivement, je le disais, c'est moins un problème dans les pays plus petits, comme la Belgique ou comme la Suisse. Mais quand on est en France, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là où finalement Tesla a un avantage très important par rapport aux autres constructeurs. Et ça, ils ont pu le financer en avance, c'est qu'ils ont pris le choix de développer eux-mêmes leur réseau de recharge rapide, en absorbant eux-mêmes le coût, et grâce à leurs gentils investisseurs. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture électrique qui ne couvre pas que 80% de vos trajets, mais 100%, il n'y a que Tesla qui vous permet de faire ça. C'est aussi simple que ça. Et quand on regarde finalement le réseau actuel, je fais toujours une comparaison parce que les gens ne se rendent pas compte de la quantité d'énergie qu'on met dans sa voiture quand on fait le plein. Aujourd'hui, les bornes de recharge de voitures électriques, ça ne va pas vous parler, mais c'est... Alors, si ça va vous parler. Votre machine à laver, c'est 2 kW pour la faire tourner. Une borne de recharge rapide, les premières, c'était 50 kW. Et puis maintenant, on est sur des bornes à 150 kW. Donc ça fait beaucoup, hein, ça fait 75 machines à laver en même temps. Sauf que quand vous faites le plein essence ou diesel de votre voiture, c'est 2 MW. 2 MW, quand vous mettez 50 litres de pétrole en 3 minutes, c'est l'équivalent de 2 MW. 2 MW, c'est 2 TGV. 2 TGV. Donc si on voulait mailler l'ensemble des stations-service sur autoroute, généralement il y a 10 pistolets, il faudra une puissance de 20 TGV par autoroute. Donc moi, personnellement, je suis un peu sceptique sur le fait qu'on ait réussi à équiper ces autoroutes. Pour vous donner aujourd'hui un exemple, on va essayer de mailler les autoroutes avec 4 bornes de 150 kW. Donc 150 kW, c'est 10 fois moins puissant que 2 MW. Et 4, c'est 2 fois et demi moins que 10. Donc on a un réseau 25 fois moins dense. Donc la plupart du temps, ça fonctionne. Mais le week-end, quand tout le monde part en vacances en même temps et revient en même temps, c'est là où ça coince et ça devient un peu désagréable. Et donc le problème qu'on a vraiment aujourd'hui, le point noir de la mobilité électrique, c'est la mobilité longue distance, parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique pour un concessionnaire, quelqu'un qui a une station, d'installer une borne de recharge. Ce sera de l'argent qu'il va perdre, parce que il n'arrivera pas à assez charger et absorber ses coûts. D'ailleurs, en France, l'an dernier, EDF, avec un réseau qui avait été payé en moitié par la Commission européenne, par EDF et par quelques constructeurs, EDF l'a tout simplement arrêté. Il y avait 200 bornes de recharge, c'était le réseau Corridor, sous prétexte de problèmes techniques de sécurité. C'était surtout que même s'ils n'avaient même pas payé le CAPEX, ils n'arrivaient même pas à couvrir leurs frais opérationnels. Alors maintenant, la voiture électrique, elle est aussi intéressante pour autre chose, et je pense que vous en avez entendu parler, c'est la Chine. La Chine qui a quand même décidé de devenir la base mondiale de production de ces voitures-là. Et aujourd'hui, vous avez une voiture électrique sur 2 dans le monde qui est vendue en Chine. Alors, pour quelques chiffres, en Chine, ça représente 10% des ventes. Et vous avez quand même l'Allemagne, qui est aussi un pays qui a décidé d'y aller vraiment assez fort. Et, comme je le dis, ils vendent quand même plus de voitures électriques aujourd'hui en Allemagne que dans tous les États-Unis.
d'accord, que dans tous les États-Unis. Donc le deuxième marché mondial, c'est l'Allemagne. 20% des ventes en Allemagne qui sont des voitures électriques. Et puis après, vous avez la France, le Royaume-Uni qui sont entre 10 et 15% des ventes sur les derniers mois. Mais la Chine nous intéresse parce que, alors finalement, si on regarde les fabricants de voitures électriques, vous avez Tesla qui était le premier fabricant l'an dernier, suivi par Volkswagen. Ils vont être au coude à coude cette année, à peu près ils sont sur un trend de 1 million de voitures électriques. Donc ça va jouer entre les deux. Renault n'est pas en bonne position parce qu'en fait, ils ont beaucoup misé sur la Nissan Leaf en 2010, la Renault Zoé. Ils n'ont pas trop renouvelé, ils n'ont jamais cru à la technologie hybride rechargeable. Et aujourd'hui, ils sont un peu à la traîne. Vous avez General Motors que j'ai mis en chinois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils coproduisent une voiture en Chine avec la marque Hongguang qui s'appelle la Hongguang Mini. Toute petite voiture, petite marque, 3 500 €. Et qui se vend comme des petits pains, et qui se vend plus d'ailleurs que la Tesla Model 3. Donc on a 3 constructeurs. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, quand on commence à regarder les acteurs dans les fabrications de batteries, où là, on est quand même sur une sorte de monopole ou oligopole, avec 2 Coréens, LG, Samsung, un troisième si on met SK Group, 2 Chinois, BYD, CATL, et puis après, vous avez un Japonais, Panasonic, qui fait toutes les batteries pour Tesla. Alors même si Tesla, maintenant, s'approvisionne aussi chez CATL. On voit qu'il y en a quand même 6 sur 10 des Chinois. Donc là, ça commence à monter et à augmenter. Si on remonte la chaîne de valeur, si on remonte la chaîne d'approvisionnement des batteries, c'est là où ça commence un peu à se corser. Parce qu'en fait, les Chinois se sont organisés pour contrôler totalement cette chaîne d'approvisionnement. Comment ? Parce que le cobalt, qui est aujourd'hui l'élément principal dans les batteries qui va fournir l'énergie et donc le fait d'avoir des batteries de grande autonomie, eh bien ce cobalt, il n'est pas extrait en Chine, il est extrait en République, je dis un pays qui n'a de démocratique que son nom, la République démocratique du Congo, et il est extrait souvent de mines de cuivre, c'est un sous-produit de l'extraction du cuivre, et ces mines de cuivre, elles appartiennent à qui ? Aux Chinois. Au Congo, ils ont déjà racheté à peu près la moitié des mines. Alors ça se passe au Congo, mais ça se passe, la géopolitique chinoise, ça se passe dans tous les pays du monde, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique. Comme vous le savez, ils achètent toutes les ressources naturelles, ils ont la main mise sur ces ressources. Et quand donc ce cobalt est extrait au Congo, dans des mines à moitié chinoises, et après, où est-ce qu'il va ? En Chine. L'étape d'après, c'est le raffinage. C'est ce qu'on faisait un petit peu chez nous à une époque. En France, on avait une usine à La Rochelle de Rhône-Poulenc qui raffinait les terres rares, mais c'était trop sale, c'était trop polluant. Donc on l'a fermé. On a envoyé tout ça en Chine. Et aujourd'hui, 80% du raffinage du cobalt se fait en Chine. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On avait un problème de pétrole. On se disait ah, quand même, le pétrole, on dépend à 30% de l'OPEP, 40% si on inclut la Russie. On va faire des voitures électriques. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? 80%, on dépend de la Chine. Et la Chine, je le rappelle, qui a une toute petite revanche sur l'Occident, qui n'a pas bien vécu la guerre de l'opium au début du 19e, et qui se réveille chaque matin en y pensant. Chaque matin. Donc on est en train finalement de remplacer un problème de disponibilité d'hydrocarbures par quelque chose éventuellement sur les métaux. Alors il y a le problème géopolitique avec la Chine et la dépendance qu'on est en train de développer avec les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez vous acheter une voiture made in China, c'est possible. Vous habitez en France, peut-être en Suisse que ça marche aussi. Vous achetez une Tesla Model 3, a priori elle sera made in China. Vous achetez une Dacia Spring, elle sera made in China. Vous achetez un BMW iX3, il sera aussi made in China. Donc vous étiez avec votre téléphone, votre ordinateur, votre panneau solaire, votre vélo électrique made in China, bientôt vous aurez la voiture. Vous pouvez déjà l'acheter aujourd'hui. Alors, bon, ça pose quand même un petit souci sur le cobalt parce qu'en fait, il n'y en a tout simplement pas assez pour que les 1,5 milliard de voitures qui roulent sur la planète roulent avec une batterie en cobalt, avec 50 kWh. Ça ne marche pas. Donc il va falloir qu'on s'organise un petit peu là-dessus. Alors bien sûr, oui, mais ça n'a rien à voir, le pétrole et les métaux. Parce que le pétrole, vous le brûlez, ça part dans l'atmosphère. D'ailleurs, c'est le problème, c'est les émissions de CO2. Mais les métaux, ça se recycle, ça se garde. Donc on va recycler le cobalt. Alors bien sûr qu'on va recycler le cobalt. Et on n'aura pas le choix, parce qu'on n'en a pas beaucoup en Europe. On a quelques mines en Finlande.
Le problème, c'est que quand on regarde à 2030 le recyclage du cobalt, ce que ça peut représenter, ça représente 5 à 10% de la demande. Pourquoi? Alors là, c'est une hypothèse très optimiste parce qu'au début, on disait les batteries de voitures électriques, elles vont durer 8 ans et puis après, elles seront capoutes. Et ce qui fait que... Et en fait, aujourd'hui, elles ne durent pas 8 ans, elles durent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les gens le rechargent très peu, de manière rapide. Et quand on charge rapidement sa batterie, c'est ça qui accélère le vieillissement de la batterie. Et donc, c'est plutôt 10 à 15 ans qu'elle dure. Et donc, le recyclage, oui, il faudra le faire, mais en 2030, il ne faut pas espérer grand-chose. Et donc, il faut plutôt parler, au lieu des 5 à 10% du recyclage, des 90% restants. Comment est-ce qu'on va pouvoir les récupérer? Alors, il y a quelque chose dont on parle rarement avec la voiture électrique. Je vous donne juste un chiffre, j'ai un billet un peu français, vous ne m'en voulez pas. En France, dans les mois depuis le début de l'année, 80% des voitures électriques vendues en France sont importées. Elles n'ont pas été fabriquées en France. Les batteries n'ont pas été fabriquées en France. Vous voyez qu'en France, on a un petit souci structurel sur notre balance commerciale. Je rappelle qu'on a la balance commerciale la pire de toute l'Europe. Et on voit qu'à une époque, on vendait des voitures. C'était quand la barre rouge, 2002-2003, on exportait des voitures ailleurs. Vous voyez que ça s'est très fortement dégradé. Ça explique la moitié de la dégradation du déficit commercial depuis 20 ans. Et puis les barres bordeaux foncé, ça c'est le pétrole. Donc si en fait on remplace des voitures qu'on importait avec du pétrole qu'on importait par des voitures qu'on importe avec des batteries qu'on importe, on ne va pas résoudre beaucoup de problèmes avec cette voiture électrique. Donc en tout cas, pas sur la balance commerciale et pas sur l'emploi. Et le plein emploi en France, c'est pas encore pour tout de suite. Alors, il y a le gain environnemental de la batterie. Parlons-en. Alors, le gain environnemental de la voiture électrique, aujourd'hui, je rappelle que 40% de l'électricité mondiale provient du charbon. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas hier et c'était le cas il y a 30 ans. Donc, la décarbonation du mix électrique mondial, elle n'a pas encore commencé, à part de remplacer du nucléaire par des renouvelables, mais sur le CO2, il n'y a pas beaucoup d'impact. Eh bien, on voit que si cette voiture, elle est fabriquée au charbon et qu'elle est chargée avec du charbon, l'impact sur le CO2, ça va être limité. Donc il va falloir un petit peu qu'on s'organise, parce que s'il n'y a pas d'impact sur le CO2, sur la pollution, a priori, alors oui, en ville, on a parlé de la pollution tout à l'heure, vous avez les dioxydes d'azote, ça c'est les voitures diesel. Bon, ben, ça, il suffit qu'elles ne circulent plus en ville et c'est supprimé. Il n'y a pas besoin des voitures électriques. Pas de gain sur le CO2, la pollution c'est limité, pas de gain sur l'emploi, pas de gain sur la balance commerciale. Où il y a un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a subventionné à hauteur de 300 millions d'euros l'an dernier pour la France la fabrication de batteries en Pologne et en Chine, 50 000 voitures, 6 000 euros d'aide à l'achat. La France a le privilège d'être champion du monde des subventions à l'importation. On adore subventionner notre déficit commercial. Alors, il y a un moment, il faut qu'on se réveille et qu'on se dise que ce serait pas mal de faire ça un peu chez nous. Alors, on a parlé un peu d'hydrogène tout à l'heure, et je ne vais pas aller à l'inverse de ce qu'a dit le précédent interlocuteur. Effectivement, l'hydrogène, on va avoir des contraintes sur la disponibilité d'énergie dans les années qui viennent. On aura besoin de toutes les énergies, mais pas toutes les énergies pour faire 100%. Il faudra avoir les bonnes énergies par rapport aux bons usages. Quand on regarde la pile à combustible dans l'automobile, quels sont les problèmes? On a parlé tout à l'heure le rendement qui était limité de la pile à combustible. Alors même on peut parler, vous avez parlé tout à l'heure du rendement sans prendre en compte la fabrication d'électricité, mais il ne faut pas oublier que quand on fabrique l'électricité, donc avant votre slide, on avait quand même perdu les 2/3. Donc le rendement du puits à la roue d'une voiture électrique et d'une voiture essence diesel, c'est à peu près équivalent à 20%. Par contre, effectivement, le rendement de la pile à combustible, on divise par 2. Donc on n'est plus à 20%, on est à 10%. Donc un rendement limité. L'hydrogène, il faut le produire. Aujourd'hui, c'est comme l'électricité, pétrole, gaz, charbon, pour produire de l'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène gris. Et puis après, vous avez aussi un problème d'infrastructure, parce que la voiture électrique, la plupart des gens ont une prise de courant chez eux. Ils n'ont pas de prise à hydrogène. Donc il n'y a pas l'infrastructure pour les trajets du quotidien, c'est-à-dire 80%. La voiture électrique, l'infrastructure, elle existe. Elle est chez vous, ça s'appelle une prise de courant. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui roulent en voiture électrique n'ont pas de borne de recharge. Ils ont juste une prise de courant. Parfois, ils la renforcent et ça suffit. Essayez de charger une voiture électrique avec une prise de 120 volts normale.
Ah, mais toutes les voitures se chargent là-dessus. Après, ton installation, elle peut être un petit peu... Il faut faire attention que ça ne marche pas. Mais Ça prend 3 jours. Mais ça prend 3 jours pour charger combien? Parce qu'en fait, quand tu roules tous les jours, tu fais combien de kilomètres? Tu fais 30 kilomètres? De moins en moins avec le télétravail. Ben voilà, mais si tu fais 30 kilomètres, on va faire le calcul. Une voiture électrique, on va dire, allez, on va prendre large, 20 kWh au 100 km. Donc si tu fais 30 km, ça fait 6 kWh. 6 kWh à 2 kW, en 3 heures, c'est chargé. Donc en 3 heures, tu charges ce que tu conduis tous les jours. Après, si effectivement tu dois recharger toute la batterie, ça va prendre plus de temps, mais en fait, il n'y a pas besoin, puisque tu ne l'as pas dépensé. Donc ça suffit largement. Alors, un petit mot quand même sur une contrainte qui a été un peu abordée tout à l'heure, c'est quand même le pétrole. On a un petit sujet. Alors le pétrole est beaucoup moins cher depuis 2014. Là, il est remonté assez récemment. Mais a priori, on risque d'avoir une contrainte à horizon d'ici 2030 sur la disponibilité de pétrole. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y en aura plus, ça veut dire qu'on aura du mal à augmenter son extraction. Et comme le pétrole, le transport dépend à 95% du pétrole, on a quand même intérêt un petit peu à s'organiser. Alors je rappelle juste que sur l'extraction de pétrole, on a passé un maximum d'extraction en novembre 2018, avec ce que moi personnellement j'appelle le pic tout pétrole. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les prix étaient à entre 80 et 85 $ du baril. Il n'est pas certain que d'ici 2025, on arrive à repasser ce niveau, parce qu'en fait, vous avez eu une baisse depuis 2014 des investissements dans les nouveaux développements de pétrole. Et donc, il va quand même falloir s'organiser avec différentes solutions dont on en a parlé. La voiture thermique, alors moi, sur la longue distance, ça ne me pose pas de problème. Le camion diesel, etc., il ne pose pas trop de problème parce que la pollution au milieu de la pampa, c'est moins grave. En ville, effectivement, il va falloir se passer de cette voiture, mais en ville, on peut se passer a priori de la voiture tout court, thermique, électrique. Un bon vélo, souvent, même s'il faut, il peut être électrique, mais ça fait le boulot. Alors, il y a une voiture dont on n'a pas beaucoup parlé, alors on en parle de plus en plus, la voiture hybride rechargeable. On parlait beaucoup de la voiture électrique à batterie, 100% batterie, mais en fait, il y a quand même une voiture hybride rechargeable, c'est une voiture qui a une batterie qui vous permet de faire 50 km, donc ça, en fait, de rouler 80% du temps électrique, et puis le jour où vous voulez partir en vacances, en fait, la borne de recharge, elle est intégrée, elle est dans la voiture. Donc vous faites 500 km, vous n'avez pas de problème d'autonomie, et donc c'est la voiture qui est polyvalente. Alors nous, on nous a beaucoup vendu la voiture toute électrique, mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que pour avoir une voiture toute électrique, il faut avoir 2 voitures. Il en faut une autre pour les autres usages. En France, 50% des ménages, ils n'ont qu'une seule voiture. Et ils ne vont pas acheter une voiture électrique à batterie. Ils vont acheter une voiture hybride rechargeable, et c'est ce qu'on voit actuellement. Alors tout le monde présageait que la voiture hybride rechargeable allait disparaître, mais aujourd'hui, c'est plus de la moitié des ventes en Europe. L'Europe qui est le champion du monde des voitures hybrides rechargeables, et comme on est champion du monde des voitures hybrides rechargeables, probablement on va essayer de les tuer, parce qu'on aime bien se faire mal. Et donc là, on est en train de dire oui, mais la voiture hybride rechargeable, elle pollue plus, etc. Oui, si on ne la charge pas, elle pollue plus, parce qu'elle est plus lourde. Mais ça, un enfant de 5 ans pouvait le comprendre. Et donc, il faut juste mettre en place des mécanismes pour s'assurer que les gens la chargent. Ce qui s'est passé pendant assez longtemps aux Pays-Bas ou en Angleterre, c'est que comme les voitures d'entreprise avaient des très fortes incitations sur les hybrides rechargeables, les personnes achetaient ça, ils avaient leur carte carburant, ils ne payaient pas l'essence, ils rentraient chez eux pour la charger, ils payaient l'électricité, ils ne l'ont jamais chargée. 1 an après la première révision, ils arrivaient au garage, le câble était toujours dans le sac en plastique. Donc oui, effectivement, si les gens ne chargent pas la voiture, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut juste faire le nécessaire pour qu'ils la chargent. Nous, on avait proposé avec France Stratégie, par exemple, de dire, tu as la taxe sur la voiture de société, tu vas payer proportionnellement à l'usage électrique. Tu roules 80% électrique, tu as un rabais de 80%. Tu roules 0% électrique, tu n'as pas de rabais. Et puis, comme on a les données, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Big Brother est partout, et donc dans votre voiture neuve, vous avez une petite machine qui peut renvoyer les données à la Commission européenne pour savoir quelle est votre consommation, etc. Eh bien ça, c'est très facile à mettre en place. Alors maintenant, on va essayer de se projeter pour finir cette discussion. Et ce qui est assez facile quand on fait des prévisions de vente de voitures électriques, c'est qu'il y a à peu près autant de prévisions que d'experts qui essaient de les faire.
Grosso modo, là vous voyez toutes les prévisions qui ont été faites pendant un certain temps. Donc vous avez la CEA, l'Agence internationale de l'énergie, des cabinets de conseil, Roland Berger, Olivier Wyman, McKinsey et le centre de recherche au niveau de la Commission européenne. Bon, grosso modo, ce qui est important d'avoir en tête, c'est des fourchettes. Donc on va être entre le rouge et le bleu. Pour parler en termes de couleur, donc vous vous souvenez, 10%. Là, ça c'est pour l'Europe, 10% en 2020, donc on est plutôt sur l'Europe, sur la courbe bleue. 25% en 2025, on sera probablement un petit peu au-dessus. Et puis en Europe, peut-être qu'on sera à 100% en 2035, comme l'annoncera dans quelques jours Pascal Canfin. Alors moi, comme je fais partie aussi d'une boîte qui s'appelle EV Volume, qui fournit des données sur les voitures électriques, donc on est des seules boîtes qui fournit des données d'immatriculation mois par mois dans tous les pays, dans toutes les marques, tous les modèles. Et je publie un rapport là-dessus. On a aussi notre prévision. Donc je vais partager ma prévision avec vous, qui est le petit trait en vert. Donc vous voyez, nous on est un peu plus proche, on est un petit peu plus optimiste. Ça c'est les prévisions au niveau mondial. Donc en 2030, plus de la moitié des ventes qui seraient électriques, 25% en 2025. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même deux pays aujourd'hui qui se démarquent, qui sont la Chine, qui a vraiment une volonté de contrôler ça. On se souvient un petit peu ce qu'ils avaient fait avec les Japonais sur les terres rares, quand ils n'étaient pas d'accord sur les îles dans la mer de Chine, et ils avaient juste coupé l'approvisionnement aux terres rares. Et donc nous, on a quand même un petit souci sur le cobalt, parce que si on ne s'organise pas pour avoir notre propre approvisionnement en cobalt, notre propre raffinage du cobalt, ou alors se passer du cobalt, eh bien les Chinois, il est probable qu'ils se disent le cobalt qui est disponible, d'abord, j'approvisionne mes usines, mes constructeurs, mes batteries, et puis après, s'il en reste, on peut discuter. Voilà. Bon, en tout cas, j'en ai fini, et puis je vais rejoindre Thomas pour les questions. Ah, tu fais le boulot à ma place, donc je t'en prie, rejoins-moi, et on va attaquer les questions. Alors moi j'ai une première question, indépendamment de ce qu'il y a déjà à l'écran. Tu roules avec quoi ? Alors, très bonne question. Alors, les trajets du quotidien, je roule en vélo électrique. Un vélo électrique que je loue. Je suis passé au vélo électrique avec le Covid. Donc avant, moi j'habite près d'une gare, près de Paris. Je prenais le train tout le temps. Avec le Covid, ça m'a aidé à franchir le pas. Alors j'étais d'abord en Vélib, mais le service est devenu catastrophique à Paris. Et donc je suis passé dans le vélo de Valérie Pécresse, qui se loue, 45 € par mois, et qui marche très bien. Et après, j'ai une voiture que j'utilise si j'ai des déplacements que je ne peux pas faire en vélo pour partir en week-end, parce que j'ai 2 enfants. Et donc, pour ne pas faire de pub, j'ai une Honda Civic essence. Hybride rechargeable. Non. Même pas. Mais non, mais en fait, moi, j'habite en ville, je n'ai pas de prise, je ne peux pas la recharger. Donc, je ne peux pas acheter ces voitures-là. Donc, c'est une Honda essence, parce que je ne roule pas avec le diesel, pas au problème de pollution. Et normalement, à la fin de l'année, ils arrivent avec un modèle hybride, qu'on appelle hybride série pour les spécialistes. Et donc, normalement, j'ai prévu de changer pour cette voiture-là. D'accord. Mais je l'utilise surtout le moins possible. Et quand j'utilise, j'essaie de ne pas être tout seul dedans. Ok. Donc justement, alors, parce qu'on parle d'hybride, pourquoi est-ce qu'on parle d'hybride rechargeable plutôt que l'hybride traditionnel comme la Prius ? Est-ce que c'est pas plus simple que de la plugger finalement ? Le problème de la Prius, c'est que vous allez faire 200 mètres à l'électricité. Donc l'idée de l'hybride sans prise, qui n'est pas rechargeable, c'est que vous allez pouvoir combiner le moteur électrique et le moteur thermique pour augmenter le rendement du véhicule et donc faire baisser la consommation. Parce qu'au démarrage, le moteur thermique, il a des très mauvais rendements, alors que le moteur électrique, il a un très bon rendement au démarrage. Donc on combine et ça fait baisser la consommation. Mais en gros, la voiture hybride type Toyota Prius, elle permet juste d'avoir une consommation équivalente au diesel sans la pollution. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, si vous voulez pouvoir couvrir de la distance avec de l'électricité, il faut une prise, il faut une batterie plus grosse. Et donc, cette voiture hybride rechargeable, qui, à mon avis, pour les gens, pour la grande majorité des gens qui n'ont qu'une seule voiture, ça fait le job. Alors moi, j'ai eu l'occasion de tester la Hyundai Kona. Ouais. Qui elle est un plug-in, qui n'est pas un plug-in en fait, Elle a les deux, je crois.
Ouais, il y en a une qui n'a pas. Et en fait, j'ai trouvé vraiment, c'est une des meilleures que j'ai eu l'occasion de tester. J'en ai fait pas mal de tests ces temps, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une qui était vraiment superbe parce que tu n'as pas besoin de la plugger. Elle recharge tout le temps. Dès qu'elle a plus, elle se recharge sur l'essence. Ah, hybride. Ouais. Oui, mais tu ne dois pas rouler beaucoup en mode électrique, si? Si, tu peux rouler pas mal, mais bon, après, Ah dès bon que tu sors de la ville, ça devient plus Mais ça, compliqué. c'est ce qu'ils vont sortir. Oui, parce que c'est ce que va sortir. Je ne sais pas quelle architecture ils ont, mais c'est ce que va sortir Honda. Vous avez déjà d'architecture, si vous voulez, où le moteur, en gros, il tourne 5 minutes. Les 55 minutes suivantes, vous roulez électrique. Exactement. Ouais. C'est à peu près le même principe que ce qui va sortir chez Honda. Ouais. Et donc ça, c'est vachement bien quand on roule en ville, quand on ne peut pas la charger, etc. Et en plus, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais le plus grand avantage de la voiture électrique, et ça a été évoqué précédemment, c'est son bruit, c'est son manque de bruit, c'est son silence. Ouais. On rentre dans un TGV. Alors c'est aussi un problème parce qu'avant le moteur diesel il permettait de couvrir tous les bruits un peu accessoires et que là on les entend, on entend tous les bruits donc on dit ah c'est quoi cette histoire, mais le silence qu'on retrouve sur un vélo électrique, c'est aussi silencieux un vélo électrique. Ouais, bien sûr. Mais par rapport à les gens qui roulent en voiture diesel ça leur fait bizarre. Écoute, oui, alors parlons du bruit parce que moi ce qui me manque c'est le bruit justement en roulant avec une voiture électrique. Oui, alors ça mais c'était l'argument en 1900. C'est-à-dire que quand les gens disaient la voiture électrique et l'essence, ils disaient oui, mais la voiture essence, c'est plus viril, ça fait de la fumée, ça fait du bruit, etc. Bon, quand tu t'es habitué à rouler une voiture sans bruit, je t'assure que le bruit, quand tu l'as plus, tu t'habitues et tu es très content. Ouais, ok. Après, tu te mets une vidéo YouTube avec du bruit de bagnole, tu te mets dans le casque ou à fond, et puis ça marche. Ouais, c'est ça. Non, mais pour pas citer la marque. Pour la petite histoire, il y a des constructeurs qui font des bruits artificiels. Ouais. Donc, je crois que c'est BMW, etc. Pour les gens qui sont nostalgiques du bruit, tu appuies sur un bouton et puis tu vas retrouver ton bruit. Voilà. Ouais. Sans la pollution. Je vais garder ma Mustang de collection que j'ai l'intention de m'acheter perso pour moi. Est-ce que les marques de voitures traditionnelles occidentales ont déjà perdu le combat de la voiture électrique contre des marques comme les marques chinoises ou Tesla ? Non, parce qu'aujourd'hui, si on prend un groupe comme Volkswagen, qui est aussi un peu une marque chinoise, ils y vont à fond. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elles y sont allées à reculons. Les Chinois, ils y sont allés pour être les premiers. Tesla, elle y allait pour être le premier. Puis en plus, ils n'ont pas de voiture qui remplace. Donc eux, ils ont intérêt à y aller mettre le paquet. Les Coréens, ils ont joué le jeu. Hyundai et Kia, c'est vrai que leurs voitures, elles sont très abouties. Ils ont joué le jeu parce qu'ils ont vu le gâteau en Europe qui allait se faire. Donc ils voulaient des parts de gâteau. En Europe, ils y sont allés à reculons. Parce qu'ils avaient toutes leurs voitures essence, leurs voitures diesel. Il ne faut pas oublier que l'Europe, sa marque de fabrique, c'est les moteurs. C'est les moteurs essence, les moteurs diesel, c'est là où on est bon, c'est là où on est meilleur que les autres, en fait. Donc c'est vrai, d'abandonner cet avantage compétitif, ça a été difficile. Donc on a attendu de ne plus avoir le choix pour le faire. Maintenant, des gens comme Volkswagen, BMW est très, très avant-gardiste là-dessus. Ils l'ont toujours été. Quand ils ont fait leur usine de Detroit, ils ont joué le jeu. Ils ont pris une feuille blanche pour faire une voiture électrique. La plupart des autres, ils prenaient la voiture qui existait, ils enlevaient le moteur essence, puis ils mettaient une batterie. Donc de toute façon, là, ils y vont tous. Le combat n'est pas perdu. Tesla, ils ont un peu d'avance. Ils ont quand même des voitures qui sont... Voilà, ils sont dedans depuis 10 ans, donc ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps de faire des erreurs. La Model 3, c'est une voiture qui est très aboutie. Je regarde tous les mois les chiffres. Ils ont commencé par le Roadster, donc rapidement, mais c'était quand même une voiture assez intéressante, parce que sacrée accélération avec le poids que ça avait. Après, Model S, la première. Après, ils sortent le Model X. Ils sortent la petite Model S, Model 3. C'est celle-là qui les sauve. Sans la Model 3, ils faisaient faillite. Et à quelques mois après, la Model 3, il fallait qu'ils en vendent 40 000 par trimestre. Et c'est bon, et ils passaient. Donc, ils ont réussi à passer, mais ils sont vraiment passés limite. C'est ce que disait Elon Musk, il ne faisait pas le malin. Et puis derrière, ils envoient le petit modèle Y, qui est la Tesla Model 3 rehaussée, ou le X plus petit. Je regardais les chiffres, ils vendent plus de S, plus de X. C'est fini, c'est terminé. Ils vendent aujourd'hui que de la Model 3 et Model Y. Et Model Y, on n'en voit pas chez nous, mais il faut savoir que le mois dernier, ils ont vendu plus de Model Y que de Model 3. Donc Tesla, ils ont clairement de l'avance, et surtout, ils ont l'avance du réseau de recharge. Je croisais quelqu'un qui est un grand fan de voitures électriques, qui roulait justement en Hyundai avant, et il m'a dit, j'ai changé, j'ai vendu pour acheter une Tesla Model 3, parce que sinon, je ne peux pas faire la longue distance.
Et c'est vrai que quand vous avez des bornes de recharge partout, eh ben ça lève cette contrainte. Et donc là-dessus, ils ont été assez visionnaires. On va beaucoup poser des questions, j'imagine, sur les marques spécifiquement, puisque aujourd'hui, ça bouge beaucoup en bourse. On parle des marques, mais moi, je pense que la face cachée de l'iceberg, c'est surtout ce qui se passe au niveau des batteries, en fait. Parce que l'enjeu, c'est les batteries. La batterie, c'est 30 à 40% du coût de la voiture. Je vous ai montré ces 5 entreprises qui ont un monopole, Panasonic, LG, Samsung, CATL, BYD. Et donc, dès qu'on va parler un petit peu d'investissement, il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur les batteries, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent qui arrive. Il y a 10 milliards d'argent public qui arrive dans les batteries, parce qu'on a attendu 10 ans pour essayer de prendre la suite. Le train, est-ce qu'il est là, justement, face aux Asiatiques, sur les batteries? Ça va être compliqué. Et puis, ils arrivent chez nous. Le plus grand fabricant de batteries en Europe, il s'appelle LG Chemical et il est fabriqué en Pologne. CATL, il s'installe en Allemagne. S-Volt ou Farasis, qui sont chinois, ils s'installent en Allemagne. En France, on va réussir à récupérer une usine qui est celle de Envision, qui n'est pas chinois mais singapourien, et qui va faire des batteries pour Renault. Et puis vous avez des startups qu'il faut regarder, qui s'appellent Vercor en France, Northvolt, qui, je crois, a levé le plus d'argent pour l'entreprise en Europe. Ils ont levé plusieurs milliards, montés par 2 anciens de Tesla. Et donc c'est plutôt... la voiture, moi je pense qu'il faut remonter un peu la chaîne de valeur, il faut voir qui fabrique les cellules, et puis après derrière, qui fabrique ce qui rentre dans les cellules, donc les cathodes, etc. Et c'est là, à mon avis, où il peut y avoir des belles opportunités d'investissement. Mais au niveau... Alors bon, moi je vais simplement poser les questions comme on voit, et je suis d'accord, mais tu as le droit d'aborder d'autres sujets par rapport à ça. Allez, non mais oui, on y va. Dis-moi ce que tu penses de Enio. Enio. Enio, qu'est-ce que c'est? Enio, c'était censé être le Tesla chinois. Donc c'est une société qui a levé beaucoup d'argent en Chine. Pour l'instant, qui avait des velléités de venir en Europe, qui ont déjà des bureaux, je ne sais plus si c'est en Allemagne. Pour l'instant, qui ne vendent pas de voitures en Europe, qui vendent des voitures en Chine. Est-ce qu'ils sont rentables, à mon avis? C'est pas sûr. Je ne pense pas qu'ils aient passé ce cap du volume comme Tesla. Donc Tesla, je ne vais pas dire que c'est un accident, mais il y a eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de concours de circonstances. On ne peut pas enlever le mérite d'Elon Musk, parce que ce n'était pas Elon Musk aux manettes, ça n'existait pas. Parce qu'il a une capacité de lever de l'argent qui est juste très impressionnante. Même si ça veut dire anticiper des objectifs qu'ils ne vont pas atteindre, mais c'est la loi des investisseurs. C'est toujours de vendre quelque chose qui n'arrivera pas pour qu'on vous prête de l'argent. Ça n'arrive jamais, les objectifs à 5 ans d'une entreprise. C'est rare. Bon, c'est ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Bon, le Tesla chinois, NIO, on en parlait beaucoup. Moi, je regarde tous les chiffres de ce qui se passe en Chine. De temps en temps, je vois leur ES6 qui est dans le top 10. Il n'y était pas en avril. Donc, non, je ne suis pas sûr qu'ils n'arriveront pas à faire ce que fait Tesla. Tesla, en Chine, ils ont déjà leur Gigafactory à Shanghai qui dépote. Ils sont au coude à coude avec GM. Et ils vendent déjà beaucoup de voitures en Chine. Donc, Et justement, il y a eu une période sur Tesla récemment, en Chine spécifiquement, où ils avaient une très mauvaise presse vis-à-vis des Chinois. Est-ce que ça... Pour toi, c'est sûr que les Chinois... Voilà, et ils préfèrent leurs constructeurs locaux, leurs champions, leurs BYD, etc. Mais Tesla arrive, oui, avec leurs bagnoles qui sont très abouties. Et les Chinois, il ne faut pas oublier, quand ils achètent une voiture, il y a quand même, et c'est aussi le cas encore chez nous, notamment sur les voitures électriques, une question de standing, quoi. Donc Tesla, ça montre qu'on a quand même réussi, etc. C'est une belle voiture. Et au-delà de ça, c'est quand même une des voitures aujourd'hui... Alors, une des plus abouties, si vous voulez, du marché. Alors, quand vous parlez à un constructeur automobile traditionnel, il va vous dire « Oui, mais regarde là, là-haut, il y a un petit écart de 1 mm entre le joint de la porte et le plastique, c'est vraiment dégueulasse. » En fait, le client lambda, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est une voiture qui est super à conduire, qui est confortable, où il peut jouer avec sa console de bord. En fait, tous ces petits trucs-là de constructeurs traditionnels, les gens, ils s'en foutent. Nicolas, tu as suivi un peu l'histoire de Nicolas ? Ou pas du tout? Non, pas trop. Donc je ne pourrais pas te donner mon opinion là-dessus. Ok. Bon, alors on va sauter la question sur Nicolas. Bulle sur les véhicules électriques, ça c'est quelque chose qu'on ressort souvent. C'est sûr que, voilà, moi j'ai parlé de Tesla. Ils sont passés vraiment à 2 doigts de la faillite. Ils sont sortis du gué. Maintenant, c'est fini, c'est passé. Leur prochain projet, c'est la voiture à 20 000 €. Ils n'ont plus de problèmes financiers. D'ailleurs, ils ne lèvent plus d'argent. On l'a bien vu, ils sont autofinancés maintenant.
Néanmoins, est-ce que ça vaut la capitalisation? Probablement pas. Donc il faut faire un peu la part des choses entre l'entreprise qui a clairement de l'avance sur toutes les autres. Maintenant, sa capitalisation boursière, c'est autre chose. Ça peut être lié à d'autres facteurs. Une fois de plus, c'est pas mon métier, mais je pense que les politiques des banques centrales et le fait que les gens doivent mettre de l'argent quelque part, dans une belle voiture, ça peut être un truc sympa. Oui, ils ont un business en parallèle qui n'est pas que de la voiture électrique aussi, derrière. Tesla, on dit toujours, c'est pas que les voitures. C'est-à-dire Ils ont des piles de stockage électrique, ils ont les tuiles solaires. Sur les batteries, oui, ils font ça. Alors, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup. Mais, non, mais quand tu écoutes les théories des grands analystes, comme la question suivante est basée sur Katie Wood, ils ont des targets qui sont complètement délirants, mais complètement délirants. Aujourd'hui, c'est les meilleurs. Alors, on va vous dire, j'ai vu plein d'articles récemment, oui, Tesla perd des parts de marché. C'est normal. Dans un marché qui se développe, ce qui compte, c'est pas les parts de marché, c'est combien eux, ils en vendent. Quand ils font 300 000, puis après ils font 500 000 et qu'ils font x2 sur 500 000 à 1 million, il faut aller chercher les 500 000 voitures en plus. C'est beaucoup de voitures, c'est une augmentation d'entreprises, des contraintes sur le fonds de roulement, etc. Enfin, c'est compliqué, ça ne se fait pas comme ça. Donc, aujourd'hui, ils ont vraiment ils ont de l'avance. Si j'avais 100 000 euros, est-ce que je les mettrais sur Tesla? C'est pas sûr parce que... Je t'ai pas encore posé la question. Ouais. Après, ça. Après, je ne sais pas quel autre stock serait survalorisé à part Tesla. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont survalorisés. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posent la question sur quelle est la réelle valeur. Et c'est vrai que quand tu opposes des discussions, ton avis de spécialiste de la voiture en elle-même et avec des analystes financiers, eux, ils ont des targets qui, au bout d'un moment, ça paraît irréel puisqu'on a aujourd'hui la palette d'analyse fondamentale sur Tesla qui va de mémoire de $100, objectif de prix, à 5 000. Et on est à combien là? On est à 600 des poussières. Le calcul qui est toujours fait, c'est de prendre la capitalisation et de diviser par le nombre de voitures vendues. Laisse tomber. Je ne sais plus à combien on est, parce que la voiture, elle coûte 60 000. De tête, c'est quoi? C'est 500 000 ou 1 million par voiture? 500, ouais, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est de toute façon la capitalisation boursière de Tesla représente la totalité de la capitalisation boursière des autres constructeurs. De tout le secteur. Ouais. Non, mais ils ont clairement de l'avance. Ils ont clairement de l'avance. Ils valent peut-être pas cette chose-là, mais ils ont clairement de l'avance. Et pour l'instant, ils ne font pas se faire attraper du jour au lendemain. Parce qu'en fait, ils la gardent à chaque fois, si vous voulez. Ils ont toujours un coup d'avance. Et c'est là où ils sont assez malins sur leur développement de produits. C'est qu'ils ont commencé par le très premium, et puis ils ont eu leurs économies d'échelle, ils ont appris, ils font des voitures plus accessibles. La prochaine, s'ils sortent une voiture à 20 000 euros que tout le monde peut acheter, ça va être compliqué de faire mieux. Très compliqué. Vous la fabriquer en Chine. Oui, la Zoé. Non, je rigole. C'est la seule voiture électrique que j'ai eu l'occasion... Enfin, j'en ai testé plein de voitures électriques, mais la Zoé, je l'ai testée. Je l'ai pris sur le parking de chez Renault, en Suisse, à Genève. J'ai fait le tour du bloc, je l'ai posé dans la rue, je l'ai ramené 15 jours plus tard, je ne l'ai pas touché. C'est pas sympa. Non, après, moi je sais pas, la voiture, parenthèse, que la voiture reste quelque chose de fun, un minimum. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais. La Zoé, c'est pas... prendre les Peugeot C0 et Ion, là, les toutes petites, parce que ça accélérait pas mal, ça, c'était drôle. Non, mais la Tesla a roulé, il y a un côté fun, ça c'est clair, faut pas oublier. Katie Wood, est-ce que Alfen est intéressant pour les batteries en Europe? Ça te parle? Ça me parle pas du tout. Ok. Alors, Alfen, qui est Alfen? Nicolas est spécialiste des voitures, mais pas de tous les détails de toutes les batteries. Non, mais dans les fabricants de batteries, Alfen, ça me parle pas. Alors peut-être qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font. Non, alors là, c'est pas grave. Quels sont les impacts environnementaux? Tu veux parler de ça? Les impacts environnementaux de l'extraction de cobalt en République démocratique du Congo, et quelles sont les conditions de travail des mineurs? Existe-t-il une alternative au cobalt? Alors, les conditions, l'impact environnemental de l'extraction, on a tous en tête des mines. Alors, elles sont plus ou moins, entre guillemets, responsables, mais oui, il y a toujours ce problème qui a été soulevé par de nombreuses ONG comme Amnesty International, sur l'extraction, notamment les enfants qui travaillent dans ces mines
au Congo, c'est mine artisanale. Donc ça a été mis en avant. C'était un vrai problème pour les constructeurs, parce que les constructeurs automobiles, eux, c'est des assembleurs de voitures, ils achètent des composants, ce qui se passe derrière, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Et en fait, la chaîne de valeur de la voiture électrique et de la batterie, pour remonter à la mine, il y a 6 étapes, quoi. Hein. Et donc on leur a dit, écoute, tu vas être gentil, mais tu vas aller contrôler les 6 étapes pour t'assurer que tout à la fin, c'est pas un enfant qui va chercher le cobalt. C'est un peu ce qui est arrivé dans le textile il y a quelques années, là, quand il y a eu le problème et ce qui s'est écroulé au Bangladesh, et qu'en fait, il y avait toutes les marques qu'on connaissait. Non, mais moi, j'étais pas au courant. Oui, il y avait eu 5 intermédiaires. Et donc, la vraie tendance, et BMW a pris de l'avance là-dessus, clairement, c'est la transparence. C'est que ça va être vrai pour les voitures, mais ça va être vrai pour tout. Demain, le consommateur, il veut savoir ce qu'il achète, d'où ça vient. Il faut remonter jusqu'au bout. Donc BMW s'est organisé par exemple pour avoir leur mine de cobalt au Maroc. Et là, peut-être, on va avoir des trucs de traçage. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est des trucs un peu électroniques qui ressemblent un peu à des trucs de crypto. Mais voilà, tracer un petit peu d'où ça vient. Donc ça, c'est une vraie problématique. Après, quand vous faites de l'extraction, quand vous faites du raffinage, c'est sale, hein, ça pollue. Le raffinage, il faut quand même envoyer des liquides ultra corrosifs pour séparer les métaux, donc c'est sale. Mais ce serait moins sale chez nous qu'en Chine. Parce que chez nous, il y a des normes environnementales. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. En Chine, vous faites, vous le reversez dans le fleuve à côté. Bref, il faut faire un peu attention. Désolé, ils ont des couleurs de fleuve qui sont incroyables. Hein. Rose, jaune, vert, ils ont tout l'arc-en-ciel en Chine. Hein. Donc non, là, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour nous. Pour relocaliser de la production, parce que là, on vous parle de gigafactory, mais c'est la fabrication des cellules dont on parle. Mais avant, il faut faire les matériaux. Tout ça, ça reste en Chine. Hein. Ça ne va pas revenir. Hein. Toutes les usines dont on parle, là, c'est juste à la fin, on a tous les matériaux, on les assemble. Mais la moitié du truc, ça reste en Chine au charbon. Hein. Donc, voilà. Apple Car. Apple Car, c'est vrai qu'Apple Car, on entend parler de temps en temps, ça va, ça vient. Une fois, ils ont raté le projet, parfois ils le recommencent, ils ont recruté 300 personnes, ils ont viré 300 personnes. Il y a quand même des barrières à l'entrée qui sont très très importantes dans l'automobile. Tesla, ils s'en sont sortis, mais franchement, c'était limite. Pourquoi est-ce qu'Apple reste lancé dans les voitures, franchement ? Parce que c'est un serpent de mer, moi je ne sais pas. Mais je vois pas l'intérêt, c'est tellement des business qui n'ont rien à voir en termes de capex, en termes de cycle de vie, ça n'a rien à voir. Donc Apple Car, je sais pas, peut-être qu'ils font ça pour exciter un petit peu les gens, mais moi je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, ni Google, ni personne. Je pense que c'est du vent, quoi, parce qu'ils en parlent beaucoup même assez Non, parce qu'en fait, quand ils font ça, si tu veux, ils développent des composants qui vont vendre aux constructeurs. Tu as des composants Apple dans ta bagnole, tu vois, des interfaces. Donc ils font le boulot, mais pas pour vendre des bagnoles, pour vendre des choses qu'il y aura dans la bagnole. C'est comme Google, ils font le boulot, mais pour te vendre plutôt des choses pour qu'elles soient un peu autonomes. Mais eux-mêmes, dans une bagnole, non, ils ne vont pas le faire. Je ne crois pas. Voiture autonome ? Voilà. La voiture autonome. Quelle voiture pour la voiture autonome ? Alors, juste avant que tu ailles plus loin, ouais. en fin de journée, à 17h, on aura le docteur Julia, qui est le développeur de Siri à la base et qui est le CTO de Samsung, qui est un des papes de l'intelligence artificielle. Et ça sera intéressant de voir ce qu'il... Je sais ce qu'il va dire parce que j'ai déjà vu une conférence, mais c'est assez intéressant parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le futur de la voiture autonome. La voiture autonome... Alors déjà, je vais vous annoncer quelque chose, c'est que ça fait 20 ans que vous conduisez des voitures autonomes. Hein. À partir du moment où il y a un régulateur de vitesse, c'est une voiture autonome. Pas beaucoup, un petit peu. Il y a différents degrés d'autonomie, ok, c'est ça que je veux dire. Alors, j'ai une Jeep qui est sur le parking là derrière, sur le régulateur de vitesse, c'est moyen autonome quand même. Hein. Écoute un petit peu sur l'autoroute, tu peux quand même lâcher les mains. Donc si tu veux, il faut comprendre que sur l'autonomie, il y a différents degrés d'autonomie. Il y a d'abord la vitesse, après le niveau 2, c'est je prends le volant, donc volant plus vitesse. Après le niveau 3, c'est je lâche les mains. Et puis après, il y a un niveau où je fais la sieste. Alors moi, je te parle de celle, là, je te parle pas des autres. Je parle de celle où tu fais la sieste. Ah oui, sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, sur les voitures, on va avoir des voitures, la voiture de chacun d'entre nous, où on pourra de plus en plus, entre guillemets, faire la sieste. Et encore, quand on essaie ces voitures-là, aujourd'hui, moi, parfois, j'ai essayé des voitures où elle est censée conduire, on a l'impression d'être dans un truc de bowling. Elle tape sur les lignes à chaque fois, elle n'est pas capable de prendre son truc, elle tape, elle revient. Enfin, c'est l'enfer. C'est brutal, ouais. Et c'est pareil quand ça freine tout seul.
En fait, on arrive à 300 mètres, le truc pile, quoi. Et on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc aujourd'hui, sur le papier, ça marche. Après, en confort, je ne suis pas sûr qu'on y soit déjà. La voiture qui excite tout le monde, c'est celle qui n'a pas de chauffeur. Il n'y a plus personne. Alors moi, déjà, la question que je me pose, c'est par exemple, entre un Uber avec un chauffeur et un Uber qui n'a pas de chauffeur, il y a une époque, je disais, je préfère qu'il soit dans la bagnole qu'à la NPE. Il y a une époque encore avant, je disais, je préfère qu'il soit dans la bagnole qu'en Syrie. Donc, on va supprimer le mec pour le mettre au chômage. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis après, c'est la voiture toute seule. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est génial avec la voiture autonome? C'est qu'on divise le coût par 3. C'est que le Uber, il va te coûter 3 fois moins cher. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont le prendre 3 fois plus. Et comme on est déjà bloqué, donc en fait, on aura juste des voitures vides dans les bouchons. C'est ça, la voiture autonome. Concrètement, c'est ça. Okay. Après, il y a un usage qui est pertinent de la voiture autonome. Il y en a un. C'est milieu rural, la personne qui n'a plus accès à la mobilité, qui ne peut pas conduire, et il n'y a pas de transport en commun. Et donc là, on se dit, s'il y a une voiture, et le taxi coûte trop cher. Donc on se dit, là, s'il y a une voiture autonome qui va le chercher, et qui l'emmène là où il veut, c'est super. Sauf que la voiture autonome, elle ne va pas aller au milieu rural. Il n'y a pas de densité. Elle ne va pas aller se faire un trajet comme ça, il n'y aura personne comme client. Et en plus, elle sera électrique, elle n'aura pas l'autonomie. Donc le seul cas qui serait pertinent de la voiture autonome, en fait, il ne va pas se passer. Et donc il faut juste s'organiser et se dire, en fait, tu vas demander au voisin de te faire une conduite, et puis voilà, comme on faisait et comme on a toujours fait. Et ça remplace la voiture autonome. D'accord. Est-ce qu'une pénurie de batterie qui ruinerait le marché des véhicules électriques est-elle possible un jour? Pénurie de batterie, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, et ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une course à l'échalote avec des voitures de plus en plus grosses, avec des batteries de plus en plus grosses, 50 kWh, 60, 100 kWh. 100 kWh, c'est quand même 600 kg de batterie, hein, c'est quand même costaud. Demain, on va mettre des camions, et là, on aura 200, 300 kWh. Il y a un moment donné où ça va coincer. Et donc, si on était un petit peu malin, et ça rejoint une question qui a été posée plus tôt, à laquelle je n'ai pas répondu sur le cobalt, déjà, il faudrait, comme on est sur une ressource limitée, il faudrait optimiser son usage. Optimiser son usage, ça veut dire faire le strict nécessaire. Le strict nécessaire, c'est déjà d'avoir une voiture qui ne fait peut-être pas 2,5 tonnes. Parce que pour aller emmener vos enfants à l'école, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être une voiture plus petite, plus légère. Donc elle aura une batterie 2,5 tonnes et 1 tonne, la batterie, on divise par 2, quoi, tout simplement. Une fois qu'on a dit ça, au lieu d'avoir une voiture avec une autonomie qui fait 500 km et qu'on ne va jamais s'en servir, on fait une voiture qui a 200 km d'autonomie. Et puis éventuellement un prolongateur d'autonomie s'il faut. Donc il faut réduire au maximum la taille de la voiture, la taille de la batterie. Et une fois qu'on a réduit la taille de la batterie, on voit qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on doit mettre du cobalt? Non, pas forcément. Le cobalt, il est là pour faire des batteries à forte autonomie. À partir du moment où on dit on fait une petite batterie, on n'est pas obligé de faire du cobalt, on peut faire du lithium fer phosphate. Et là, on s'enlève cette contrainte sur le cobalt. Okay. Après, maintenant, si tout le monde fait du lithium fer phosphate, peut-être qu'il faudra regarder ce qui se passe sur le phosphate, par exemple. Le fer, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Le lithium, on en a aussi. Mais donc, quoi qu'il arrive, on est sur des ressources et il faut optimiser l'usage. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, Tesla nous envoie dans un mur, qui est la voiture avec la grosse batterie. Okay. Et elle envoie toute l'industrie avec lui. On va conclure. Ma dernière question, 100 000 €, t'achètes quoi? 100 000 €, franchement, je regarderai. Il faut que je fasse mon étude, mais je regarderai ce qui se passe dans les vélos, clairement. Parce que pour moi, notamment en ville, le vélo électrique, c'est le truc qui va vraiment remplacer beaucoup d'usages. Les voitures vont sortir dans pas très longtemps. Et j'ai pas les acteurs. Alors, je connais quelques acteurs français qui font ça. Et des boîtes comme Moustache. J'irais pas forcément mettre ça à Simoncini. Il a lancé son truc Angel là. Moi j'avais précommandé, puis à chaque fois il me disait tu vas tirer dans un mois, et puis il m'attendait d'un mois. Puis après j'ai vu les retours sur internet. Le vélo, en fait il avait vendu du rêve, mais c'était un peu moins que ça, j'ai l'impression. Donc non, il y a des belles boîtes qui font des très beaux vélos électriques, et franchement ça va être une très grosse partie de la mobilité du quotidien demain, donc j'irai là-dessus. Super.